On le sait, l'intelligence artificielle est partout. Mais la grande question, c'est qui fixe les règles du jeu? Eh bien, l'Union européenne vient de frapper un grand coup avec la toute première réponse mondiale, son fameux règlement sur l'IA. C'est un texte qui pourrait, oui, qui pourrait bien redéfinir tout notre avenir numérique. Et franchement, il était temps. On a affaire à une technologie qui avance à une vitesse vertigineuse. Donc c'était devenu absolument crucial d'établir un cadre. Un cadre pour gérer ses possibilités, qui sont immenses, c'est vrai, mais aussi ses risques. Et ils sont bien réels. Alors la réponse de l'Europe, c'est justement ce règlement. Ce n'est pas juste une loi de plus, c'est une législation qu'on peut qualifier d'historique. Elle a été pensée pour devenir une sorte de norme mondiale et surtout pour promouvoir une IA en qui on peut avoir confiance. En fait, tout l'enjeu, c'est une question d'équilibre. Un équilibre qui est assez délicat à trouver d'ailleurs. Le règlement, il a un double objectif. D'un côté, on veut encourager le développement, l'adoption de l'IA. Bref, on ne veut pas freiner l'innovation. Mais de l'autre, et c'est tout aussi important, il faut s'assurer que cette technologie reste bien centrée sur l'humain et qu'elle respecte nos valeurs fondamentales. Ok, mais comment est-ce que ça marche concrètement? En fait, la logique derrière ce règlement, elle est à la fois simple et super puissante. L'idée de base, c'est que toutes les IA ne se valent pas. C'est logique, non? Du coup, les règles, elles sont proportionnelles au niveau de risque que chaque système peut représenter pour nos droits, pour notre sécurité. Alors, regardons comment cette approche se traduit concrètement avec cette pyramide. Tout en haut, on trouve les systèmes à risque inacceptables. Ceux-là, c'est simple, ils sont interdits. Point. Juste en dessous, on a la catégorie à haut risque. Et là, attention, les règles sont très strictes. On descend encore d'un cran, le risque limité. Ici, l'accent est mis sur des obligations de transparence. Et tout en bas, à la base, on a le risque minimal qui reste, libre d'utilisation. Pour résumer, c'est facile. Plus le risque grimpe, plus les règles se durcissent. Ok, commençons par le haut, le sommet de la pyramide. Il y a certaines pratiques d'IA qui ont été jugées tout simplement trop dangereuses pour nos sociétés. Et donc, elles sont formellement proscrites. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui est interdit? L'article 5 est vraiment très clair là-dessus. Sont bannis, par exemple, les systèmes qui utilisent des techniques manipulatrices, subliminales, pour nous faire faire des choses contre notre intérêt. Ou encore, ceux qui exploitent les faiblesses de certains groupes, comme les enfants. Sont aussi interdits les systèmes de notation sociale, le fameux scoring des citoyens. L'utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel dans les lieux publics est aussi proscrite, avec, attention, quelques exceptions très très limitées pour des cas graves. Et enfin, les systèmes qui prétendent reconnaître nos émotions au travail ou à l'école, c'est non. Et cette idée, elle résume parfaitement l'esprit de tout le règlement. L'objectif, c'est de protéger la dignité humaine. Il s'agit de s'assurer qu'on soit toujours jugé sur nos actes, nos vrais actes, et pas sur des prédictions basées sur notre profil. C'est un rempart en quelque sorte contre ce qu'on appelle la justice prédictive. Allez, on descend d'un étage dans la pyramide. On aborde maintenant la catégorie qui est sans doute la plus vaste et la plus réglementée, celle des systèmes d'IA considérés comme à haut risque. Et c'est vraiment dans cette catégorie que le règlement va avoir un impact énorme sur notre quotidien. On parle ici des IA qui trient les CV quand on cherche un emploi, celles qui décident si on nous accorde un prêt bancaire, celles qui évaluent un examen à l'université, ou même les systèmes utilisés pour les diagnostics médicaux ou par la police. Eh bien, tous ces systèmes-là devront respecter des règles très, très strictes. Alors, première obligation majeure, la gestion des risques. Et attention, ce n'est pas juste un truc à faire une fois avant de lancer le produit. Pas du tout. L'article 9, il parle d'un processus continu. Ça veut dire qu'il faut identifier, analyser et réduire les risques en permanence pendant toute la durée de vie du système d'IA. Deuxième pilier super important, le contrôle humain. Le règlement est formel, il faut qu'un humain reste dans la boucle. Ça veut dire que les systèmes doivent être conçus de telle manière qu'une personne puisse vraiment comprendre ce qui se passe et surtout qu'elle ait le pouvoir de dire non, d'ignorer une recommandation de l'IA ou même de tout arrêter si ça dérape. Et puis, un autre pilier fondamental, c'est la gouvernance des données. L'article 10 est très exigeant là-dessus. Les données qui servent à entraîner ces IA, elles doivent être d'excellente qualité. Mais surtout, les créateurs de ces systèmes ont l'obligation d'aller chercher et de corriger les biais potentiels dans ces données. C'est une façon de s'attaquer au problème de la discrimination algorithmique directement à la source. Bon, on a vu le plus dur. Descendons maintenant aux niveaux inférieurs de la pyramide. On parle ici des IA qu'on croise tous les jours, comme les chatbots ou les générateurs d'images. Et là, l'approche change complètement. On ne parle plus de contrôle strict, mais plutôt d'une exigence de transparence. Et cette comparaison, elle montre vraiment bien la différence de philosophie. Pour une IA à haut risque, c'est un parcours du combattant pour être conforme. Pour une IA à risque limité, le principe de base est beaucoup plus simple. Il faut juste que l'utilisateur sache clairement qu'il est en train d'interagir avec une machine. Concrètement, ça donne quoi? L'article 50 nous le dit. Par exemple, si on discute avec un chatbot sur un site web, on doit être informé que ce n'est pas une personne réelle.
Si on regarde une vidéo ou une image qui est un deepfake, ça doit être clairement indiqué, étiqueté comme manipulé. Bref, la transparence, c'est vraiment la clé pour qu'on puisse continuer à avoir confiance. Alors, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais comment ce règlement va-t-il être appliqué dans la vraie vie? Et quel sera son impact réel? Eh bien, le principal changement, il est là. Ce règlement, il nous fait entrer dans une nouvelle ère, celle de la responsabilité. Pour la toute première fois, on a des lignes de responsabilité qui sont claires et nettes. Les fournisseurs, donc ceux qui créent l'IA, et les déployeurs, ceux qui l'utilisent, ont chacun des obligations bien définies. C'est vraiment la fin du flou juridique. Et évidemment, pour s'assurer que tout le monde joue le jeu, le règlement a prévu des sanctions très dissuasives. Pour les violations les plus graves, comme le fait d'utiliser une IA qui est interdite, les amendes sont, disons, conséquentes. Vont aller jusqu'à 35 millions d'euros. Ou, et c'est là que ça devient vraiment sérieux, 7% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. On prend le montant le plus élevé des deux. Pour les géants de la tech, ça peut se chiffrer en milliards. Donc oui, on peut dire que la loi a des dents. Voilà, l'Union européenne a donc posé la toute première pierre d'une réglementation mondiale de l'intelligence artificielle avec une approche qui met l'humain et les risques au centre de tout. La grande question maintenant, c'est de savoir si ce modèle européen va inspirer le reste du monde. Est-ce qu'il va devenir de fait le standard mondial? L'avenir de l'IA pourrait bien se jouer ici.